Donc déjà, désolée pour le retard, pardon. Et étant donné que c'est quand même assez vaste, le domaine est très très vaste et je ne peux pas forcément élaguer tous les points centraux en une seule séance. Donc j'ai sectionné. Maintenant, après les autres séances, je ne sais pas forcément quand ce sera fait, mais élaguer les premiers points maintenant. Donc là, on va parler principalement de la suspension du contrat, de vos droits et devoirs, également de la rupture aussi du contrat, de certains processus qu'il faut pour rompre le contrat, que ce soit stage, CDD, CDI, peu importe. Donc déjà, faut savoir que le contrat, il est synalagmatique. Donc c'est-à-dire, tant l'employeur a des droits et des devoirs envers vous, vous aussi vous avez des droits et des devoirs envers lui. Donc c'est une épée à double tranchant. Donc il donne, vous aussi vous devez donner en fait. Et pour ce qui est des droits on va commencer par l'employeur bien sûr. Pour ce qui est des droits déjà de l'employeur, il a l'obligation de vous fournir du travail. Donc vous ne pouvez en aucun cas venir dans les locaux de Volcano ou de Bakeli, peu importe, et vous restez évasif, c'est-à-dire vous n'avez pas de tâches, vous n'avez rien. Il a cette obligation de vous donner le travail, et pas n'importe quel travail, le travail qui a été préalablement conclu lors de votre entretien d'embauche ou lors de vos différents échanges. Maintenant, après, il ne faut pas aussi être trop extrémiste parce qu'il peut y arriver qu'une tâche vous soit donnée qui n'est pas forcément dans ce qui a été élaboré premièrement dans votre contrat, mais qui nécessite en fait qui nécessite que vous puissiez en fait la faire pour l'avancement des bons travaux ou pour vite passer en fait à un contrat. Et dans ce cas, ça ne veut pas forcément dire que l'employeur ne respecte pas ces conditions préalables qui étaient dans le contrat. C'est juste... Vous pouvez m'envoyer le CSRS au Goliath. Que l'employeur il ne respecte pas ces conditions de base lorsque vous avez échangé les missions qu'il vous a assignées. Non, c'est juste que pour certains avancements de l'entreprise et de certaines activités, il peut y arriver qu'on vous recommande ou qu'on vous sollicite. Donc dans ce cas, vous avez aussi cette obligation-là de pouvoir répondre, mais selon bien sûr votre limite, parce qu'après on ne peut pas aussi vous donner quelque chose ou vous obliger à faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire ou qui n'est pas en fait dans votre champ de compétences données. Donc c'est un peu cet équilibre-là qu'il faut mettre. Certes, le travail qu'il doit vous donner est celui qui est conclu dans le contrat préalablement ou lors de vos entretiens, mais il peut y arriver qu'il vous sollicite pour peu importe la tâche, justement pour pouvoir avancer avec les travaux. Et il a aussi cette obligation-là d'assurer votre sécurité en milieu de travail. La sécurité, ça peut être tant par rapport à l'hygiène que par rapport au milieu de travail. Donc normalement, si ce n'est pas le cadre de Volcano, mais si on était par exemple dans des entreprises qui font dans la construction des bâtiments ou qui nécessitent par exemple que la personne puisse aller sur le terrain, cette personne-là doit bénéficier normalement d'un certain quota de choses pour que sa santé physique, morale, intellectuelle soit toujours intacte. Donc l'employeur doit s'assurer de cela. Après, il doit aussi assurer l'hygiène, tout ce qu'il faut pour mettre en bonne et due forme le travailleur dans des bonnes conditions de travail, surtout ça. Et l'autre aspect, c'est celui de la rémunération. On ne peut pas enlever ça là. Quoi? Ça. Tu peux utiliser ça aussi, hein. C'est beaucoup plus simple, je pense. Okay. Voilà, c'est celui de la rémunération. Bon, c'est vrai que c'est un point qui est quand même assez cancan souvent entre les deux parties, l'employeur et le salarié. Parce que pour le salarié, pour lui, le salaire ou du moins la rémunération est ce qui fait l'objet central du contrat, ce qui n'est pas vrai. Parce que le salaire, c'est la résultante de quelque chose, donc d'une obligation qui est principale que vous devriez
accomplir. Sans cette obligation principale, normalement, il ne peut pas y avoir de salaire. Donc des fois, c'est vrai que quand on touche un peu cet aspect-là, surtout le salarié, c'est normal parce que bon, on a besoin d'argent. Mais après, que ça ne soit pas en fait l'élément central du contrat. L'élément central du contrat, c'est la prestation de service. S'il n'y a pas prestation de service, il ne pourra pas y avoir rémunération. Ou s'il y a prestation de service en partie, il pourrait pas avoir rémunération complète, mais au prorata de ce que vous avez fait comme travail, simplement. Donc c'est un peu cet équilibre-là que je voulais aussi mettre parce que le véritable débat et ce qui crée souvent aussi beaucoup de divergences en milieu de travail, c'est souvent le salaire, parce que pour le salarié, il doit avoir ça coûte que coûte. Même lorsqu'il est en tort, pour lui, il doit avoir son salaire, ce qui n'est pas forcément correct en fait. Donc c'est ça, le salaire n'est autre que l'accessoire de l'élément principal qu'est la prestation de service. Donc si la prestation de service a été faite à moitié ou mal faite ou pas faite, le salaire, ça va simplement suivre la condition de la première, simplement. Maintenant, après, je ne vais pas forcément mettre toutes les obligations, mais ceux qui sont un peu centraux. C'est un peu ce que je vais mettre. Et après, pour ce qui est de l'employé, il a l'obligation de fournir la prestation. Il a l'obligation de fournir la prestation de travail. Donc, comme c'est dit l'autre côté, la prestation de travail qui est conclue dans le contrat de travail préalablement. Maintenant, comme je vous ai dit, après, il peut avoir lieu quand vous sollicite par rapport à quelque chose et vous devriez justement fournir en fait cette prestation de travail qui peut être soit intellectuelle, soit matérielle, soit morale. Ça regroupe en fait tous les aspects. Et après, il y a le respect des éléments contractuels. Donc notamment ce qui est écrit dans vos contrats, les différentes clauses, tout ce qui est élaboré. En général, les salariés n'aiment pas lire. Donc, eux, quand ils prennent un contrat, c'est juste la partie rémunération qu'ils regardent le plus. Et les autres éléments qui sont aussi importants que la rémunération, ils lisent quasiment pas. Et après, ils vont venir te poser des questions, pourtant qui sont dans le contrat, mais qu'ils n'ont pas malheureusement lu. Donc, c'est souvent aussi important de lire un peu toutes ces clauses-là, d'en prendre connaissance. Et si vous ne comprenez pas, de poser les questions. Ça évitera en fait certaines divergences qui, des fois, n'ont pas lieu d'être en fait. Donc, il y a le respect de ces obligations contractuelles-là. Et il y a aussi le respect du règlement intérieur. Bien sûr, l'employeur fixe son règlement intérieur, mais après, le règlement intérieur, il est toujours basé sur la loi. Donc, il ne peut pas mettre quelque chose dans le règlement intérieur que la loi n'autorise pas. Voilà. Donc, certes, la loi donne certains droits ou certaines obligations aux salariés, mais l'employeur aussi, par son pouvoir de direction, a ce droit-là de pouvoir faire un règlement conforme, bien sûr, à sa structure. Ce n'est pas un règlement qui est commun à toutes les structures, mais c'est quelque chose qui est spécifique. Tout de même, l'équilibre qu'il faut mettre, c'est que ce règlement intérieur doit bien sûr être conforme à la loi. Voilà pourquoi c'est toujours important lorsque l'employeur fait le RI, des fois le déposer dans certaines administrations qui sont spécialisées dans le domaine pour approbation, comme c'est le cas avec vos différents contrats. Et donc, il faut dire que ce qui est obligation pour l'un est droit pour l'autre. Donc, si toi, tu as l'obligation de fournir du travail, c'est le droit de l'employeur de te réclamer du travail. Et c'est ton obligation et ton droit également de réclamer du travail à ton employeur si tu n'en as pas. Parce que, évidemment, si tu n'as pas de travail, tu as envie d'être libre en fait, donc tu as envie d'être évasif, mais tu es dans cette obligation-là, si tu n'as pas de travail à faire la journée, de le réclamer à ton employeur et il a le droit de te le donner. Donc c'est un peu ça. Vous ne pouvez pas rester dans les locaux sans travailler parce que sous prétexte que je n'ai pas de tâche, on ne m'a rien dit, on ne m'a rien donné, ce n'est pas possible. Vous êtes dans cette obligation-là d'aller vers votre employeur. Monsieur, j'ai pas de tâches, donnez-moi des tâches. Il doit vous donner des tâches justement pour ne pas que vous soyez oisif pendant la journée. Donc ça, c'est pour ce qui est des obligations et des droits de l'employeur. En quelques mots, j'ai pas forcément mis tout parce que on prend juste les éléments qui sont centraux.
Donc après ça, il y a ce qu'on appelle la suspension du contrat de travail, ou encore, généralement connu sous le terme d'absence. Déjà, les absences, c'est important, c'est normal qu'un employeur puisse s'absenter pour vaquer à quelle que soit la raison qu'il faut. Seulement, il faut faire une différence parce que même les absences, elles sont réglementées également. Elles sont réglementées et il y a des absences qui sont appelées suspension de contrat soldé ou encore congé soldé ou encore absence soldée. Et il y a d'autres qui sont considérées comme étant des absences non soldées. Donc suspension de contrat non soldé, l'autre sont non soldées. Donc il faut toujours faire la différence entre les deux. Pour ce qui est des suspensions soldées, ce sont des absences, lorsque vous les prenez, qui sont toujours susceptibles d'être rémunérées. Donc l'employeur ne pourra pas venir vous dire tu t'es absenté tel jour pour telle cause, je retire ça en fait de ton salaire. Mais seulement ces absences-là, elles sont réglementées. Toute absence qui n'est pas réglementée est considérée comme absence non soldée. Donc si tu t'absentes sur une base qui n'est pas au préalable mis, que ce soit dans le code du travail, dans les règlements communautaires ou encore moins, dans les arrêtés ou les décrets ministériels ou présidentiels, ces absences-là sont considérées comme étant des absences non soldées. Donc si tu t'absentes, sois-en sûr que ça va être retranché de ton salaire à la fin du mois parce que tu n'auras pas travaillé, tu n'auras pas été productif. Donc tu n'auras pas travaillé à proprement dit 30 jours sur 30. Donc c'est un peu ça. Maintenant pour les absences soldées, la première absence soldée qui est souvent reconnue, c'est l'absence pour maladie. Maintenant, l'équilibre avec cette absence-là, c'est que cette absence doit obligatoirement faire montre d'un justificatif médical. Donc, tu ne peux pas dire que tu es malade, tu es à la maison juste parce que tu as peut-être des maux de tête. Après, ça dépend. Il y a des gens qui ont certaines migraines, des maux de tête un peu plus poussés. Et ça, logiquement, si tu as un médecin ou si tu pars à l'hôpital, il est censé faire état de ta situation ou de ton état pour ne pas justement qu'on t'impute ça en fait. Mais logiquement, toute absence dite absence médicale, pour quelle que soit la raison, doit être prouvée par un justificatif médical dûment assigné par un médecin, cacheté également comme il le faut. Après, il y a les permissions exceptionnelles. Donc, ce sont les permissions dont je vous disais qu'elles étaient élaborées dans le code, du moins aussi dans la convention interprofessionnelle du travailleur. Et ces absences-là, elles sont généralement, c'est pour des baptêmes, des mariages, que ce soit le mariage d'un ascendant, le mariage d'un descendant. Il y a aussi les décès qui sont considérés comme étant des permissions exceptionnelles. Maintenant, pour ces permissions-là, il y a aussi un nombre de jours qui est donné. Ça varie de 3 à 1. Donc, tu ne peux pas aller au-delà de ces 3 jours de permission-là. Et aussi, non seulement elles sont limitées de manière mensuelle, on va dire, mais elles sont aussi limitées dans l'année. Donc, dans l'année aussi, c'est à 15 jours. Donc, si tu as pris peut-être, 4 permissions exceptionnelles expressément citées par la loi, elles ne doivent pas dépasser 15 jours de manière annuelle. Sinon, les excédents, on va considérer ça comme étant des absences non soldées. Parce que pour toute liberté qu'on peut donner à quelqu'un, il y a aussi une limite. Sinon, la personne, elle va abuser en fait de la chose. Et après ça, il y a les suspensions non soldées, qui sont les... Vous pouvez prendre une permission, pour aller peut-être faire un examen. Et pour l'employeur, ce sera simplement la remise des documents aux salariés. Donc tous ces documents qui sont légaux et qui sont légitimes, c'est de l'obligation de l'employeur de le lui donner. Donc ça soit des bulletins de salaire, des reçus de tout compte, voilà, et le certificat aussi de travail qui est très important. Qui permettra au salarié, lorsqu'il ira dans une structure, de prouver qu'évidemment, il a travaillé dans telle structure. Et dans ce certificat, l'employeur n'est pas censé mettre en fait quelque chose qui va comment on dit ça en français, qui va discréditer le salarié. Donc il doit vraiment garder en fait toute la bonne foi possible pour ne pas que lorsque le salarié va dans une autre entreprise, on lui dise ah oui, tu étais là-bas, tu as fait ci, tu as fait ça. Non, il doit toujours garder en fait un bon témoignage de son salarié. Voilà pourquoi c'est important de souvent rompre les relations dans de bonnes conditions.
Parce que de toute façon, même si tu vas dans une autre structure et que tu montres le certificat de travail, ben, ton employeur, normalement, dans les normes, il est censé appeler ton ancien employeur pour savoir comment est-ce qu'il était, quelle est en gros sa moralité. Donc c'est un peu ça. Et à toute règle, il y a forcément une exception. Et pour ce qui est déjà de l'observation du préavis, il peut y avoir des dispenses en fait à cette observation-là. Et pour la partie qui ne voudra pas observer le préavis, que ce soit l'employeur ou le salarié, elle est censée indemniser l'autre partie qui, normalement, voulait faire peut-être son préavis, mais à cause d'elle n'a pas pu faire le préavis, elle est censée l'indemniser en fait. Donc cette indemnité, on l'appelle indemnité compensatrice de préavis. Donc la partie qui ne veut pas faire le préavis, pour compenser l'autre du vide qu'elle va créer en fait dans la structure, elle est censée lui donner quelque chose. Et cette indemnité-là, en général, c'est sur les bruts du salaire de la personne. Donc, hormis ça, il y a aussi la faute lourde. Donc, bon, ça, c'est généralement dans le cas des licenciements. Lorsqu'on a des licenciements pour faute lourde, la faute lourde, c'est quelque chose que l'une ou l'autre des parties ne peut pas, par exemple, supporter. C'est peut-être une atteinte à l'intégrité, ou à la dignité de la personne, au respect, aux valeurs de la personne, etc., qui peuvent, par exemple, donner droit à l'employeur de te dire, bon, toi, je te vire, tu ne fais pas de préavis, tu pars, et tu n'es redevable de rien. En fait, il ne t'est redevable également de rien par rapport au licenciement qu'il a pu te faire. Et il y a aussi le commun accord. Donc, les deux parties peuvent être d'accord de se dire que bon, voilà, le contrat n'a pas abouti jusqu'à terme. On décide de ne pas faire le préavis. Donc vous discutez tous les deux, toi tu ne veux pas faire le préavis, lui aussi ne veut pas faire le préavis. Et dans ce cas, le préavis n'est pas obligatoire et la personne peut partir sans indemnité, sans qu'il y ait versement d'indemnité ou autre. Maintenant, ce processus-là, généralement, il est fait pour les contrats à durée indéterminée, que ce soit des contrats de prestation à durée indéterminée, des contrats de travail à durée indéterminée. Maintenant, pour les CDD ou pour tout contrat qui est déterminé, normalement, le seul cas de rupture de ce contrat, c'est l'arrivée du terme du contrat. Donc, si ton contrat, par exemple, était prévu pour 2 ans, ben, tu es censé arriver jusqu'à ces 2 ans pour dire « je m'en vais » ou voilà. Je ne veux plus continuer à travailler. Maintenant, après, comme on n'est pas aussi dans un système légal où il faut retenir les gens malgré, au-delà de leur gré, ben, ce dispositif-là peut aussi s'appliquer des fois à certains contrats dits à durée déterminée, que ce soit des stages ou autres. Ça peut être appliqué. Mais en général, ce schéma-là est juste prévu pour les contrats à durée indéterminée parce que bien évidemment, il n'y a pas de durée qui limite le contrat dans l'espace et dans le temps. Donc ça, c'est pour ce qui est des démissions et des licenciements. Et c'est tout pour la première partie. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas un truc que j'ai oublié? Non, pour la première partie. Hein? Deuxième partie. Hein? Là? Non. Oui, c'est ça. Donc, pour ce qui est de la... Il n'y a pas un truc que j'ai oublié, là. Ouais, pour ce qui est de la première partie, c'est cela. Donc, est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Quelles sont vos réserves? Ouais, vraiment. Vraiment. Chérif, j'ai un peu des questions. Ah, c'est bien. Aujourd'hui, c'est la présentatrice qui force les gens. Allez, vas-y, désigne. Vous désignez les gens. Oui, moi j'ai des questions. Le télétravail. Oui. Le télétravail, c'est considéré comme une absence ou Non, s'il est accordé par ton employeur, ce n'est pas considéré comme une absence. Seulement, tu dois fournir les livrables de ta journée pour prouver que tu as bel et bien travaillé. D'accord. Et en cas de non-réponse de l'employeur, bon,
suivant les délais comparés. Par exemple, dans 48 heures, je dois aller quelque part, j'envoie des mails et 48 répond heures pas. plus tard, je n'ai pas de réponse. Si la chose elle est assez urgente, tu peux aller voir ton employeur après tout. D'accord. Et que pouvez-vous peut-être me dire du système de congé? Qu'est-ce que tu veux savoir sur le système Comment de se passe congé? les congés? Légalement, bien sûr. Comment ça se passe? Comment? Ah, mais je sais pas, comment on prend les congés légalement? Ok, bon, déjà, pour prendre les congés, tant les stagiaires que les travailleurs permanents peuvent prendre des congés. Mais pour les stagiaires, c'est juste si leur durée est d'1 an et plus, en fait. Donc, pour avoir droit ou se prévaloir d'un quelconque congé, il faut avoir une année effective de service dans l'entreprise. Donc, après 1 an, normalement, tu as des congés qui te sont cumulés. C'est 2 jours par mois. Donc, 2 fois 12, ça fait 24. Donc, par chaque année, si tu as fait peut-être 3 ans que tu n'as pas pris de congé, tu fais 24 fois 3. Tu as droit à ça. Maintenant, après, l'employeur aussi peut t'obliger à prendre des congés. Si toi-même, tu ne veux pas prendre des congés, il doit aussi t'obliger à les prendre parce que on est humain et on se fatigue aussi. Donc, c'est un peu ça. Et pour chaque congé, lorsque quelqu'un part en congé, normalement, il a une indemnité de congé. D'accord. Et maintenant, si je décide de ne pas prendre de congé, est-ce que ça doit être payé? Oui. Le temps de travail que j'ai... Non. Ah, non. Pas forcément dans le travail. Tu veux que ça soit payé chaque mois? Oui, si je ne prends pas mes 24 jours Non. chaque année. Non. Ah d'accord, il n'y a pas de remplacement. Et voilà, quand l'employé a tort, bon, il est parti sans permission, quelque chose du genre, et il y a voilà... Mais sérieux, vous aviez combien de questions? J'avais même pas de questions. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Bon, ouais, c'est ça aussi. Vas-y. Je peux poser la dernière? Non, allez-y. Ok. Voilà quoi, il y a baisse de salaire et tout, c'est normal quoi. Y a-t-il un cas où il y a hausse? Il y a hausse. Oui. C'est pas évident ça. Bon, à cause des absences ou... Ouais, à cause des absences. Voilà, l'heure diminue autant pour moi, et il n'y a pas de travail, on n'est pas productif peut-être pendant ces jours ou ce jour. C'est normal qu'on les là et on le coupe selon voilà quoi, les absences. Donc, si je reforme sa question, Oui. pour le bien de tous, donc il dit que si les employés s'absentent, il y a une baisse de salaire. Oui. Mais si les employés font des heures supplémentaires ou plus d'efforts, est-ce qu'il y a une hausse de salaire? Hausse. Bon, ça dépend. Si les heures supplémentaires, tu les fais de toi-même, c'est à moi d'analyser si je veux te récompenser pour ton travail fourni. Mais si c'est moi, l'employeur, qui t'impose ces heures supplémentaires, je suis dans l'obligation de te récompenser pour ce travail. Ce n'est pas forcément monnayable, attention. Parce que des fois, les gens pensent que la compensation des heures supplémentaires, c'est toujours monnayable. Ça peut être monnayable si l'employeur le veut, mais ça peut aussi être remplacé par des jours de repos en équivalence des heures que la personne a pris comme heures supplémentaires. Donc ça peut être soit l'un, soit l'autre. Mais toi, tu ne vas pas aller dire à l'employeur que j'ai fait des heures supplémentaires. Moi, je veux que ça soit rémunéré, en fait. Tu vois un peu. Maintenant, après, si les heures supplémentaires, tu les fais de toi-même, ça a été risque et péril. Si l'employeur a peut-être, on va dire, ce cœur-là pour récompenser ton action ou ta motivation, il peut le faire. Mais il n'est pas dans l'obligation, compte tenu du fait que ce n'est pas lui qui t'a imposé ça, en fait. On va aller demander les deux. Mais si tu demandes, c'est toi-même qui veux, en fait. Aller voir l'employeur et lui dire que moi, j'ai envie de plus. Mais fais-les. Ah non, moi, je pose une question. Je comprends juste la réponse de Fatih pour le cas de Cyril, parce que ça concerne principalement le métier de tous les développeurs. Il peut y arriver que vous passez plus de temps que 8 heures de travail sur vos projets, mais ce n'est
ça ne peut pas être considéré comme des heures supplémentaires parce que vous avez des engagements de livraison que vous avez estimés sur un délai à faire. Si vous ne le faites pas, ben, c'est de votre engagement en conscience professionnelle de faire plus pour être dans vos délais, pour respecter vos engagements. Ça, c'est différent des heures supplémentaires. Et d'ailleurs, les heures supplémentaires, il y a différentes. Par exemple, les princes, ça, le truc, s'ils passent la nuit jusqu'à dimanche, personne ne va leur payer les heures supplémentaires. Hein? Non, c'est pas méchant, parce que c'est une position publique. Les cadres, les gens ne payent pas de supplémentaires. Il n'y a pas de directeur ou whatever, il n'y a pas de notion de supplémentaire. C'est, tu as un engagement, tu respectes. Okay. Maintenant, pour les personnes qui sont de niveau hiérarchique inférieur, il y a des heures supplémentaires, comme elle a dit, si c'est décidé par l'employeur, en disant que venez les samedis parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Et à la fin, l'employeur a 2 créneaux de rémunération. Il va vous dire, vous avez travaillé beaucoup de samedis, vous pouvez prendre vos revenus, mardi, vous se reposer. Par exemple, dans les banques, en France ou aussi au Sénégal, je pense, les banques qui ouvrent le matin, les samedis matin, ben, non, vous pouvez faire ça, on vous dit, ok, prenez 3 semaines de repos. Vas-y, c'est bon, c'est plus... Ouais, c'est clair.